Sur les antennes de la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de cette édition. Le Sénégal franchit la barre des 1000 cas de contamination au Covid-19. Le record enregistré ce vendredi avec 91 personnes testées positives. 22 patients ont tout de même été déclarés guéris. La fête du travail frappée de plein fouet par le Covid-19. Aucune festivité notée sur toute l'étendue du territoire. Et nous nous rendrons à l'hôpital Idriss Pouye de Grand Yoff où le personnel sanitaire en première ligne a célébré le 1er mai aux côtés des patients. Une bijouterie cambriolée en plein jour à Kurmassar, une valeur de 12 millions de francs CFA en or emportée par les malfrats qui ont blessé un agent. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le Sénégal franchit la barre des 1000 cas de Covid-19. Une contamination record de 91 personnes a été annoncée ce vendredi matin par le ministère de la Santé qui a réalisé 900 tests virologiques. Il s'agit de 88 cas contacts suivis par les autorités sanitaires tandis que 3 provenaient de la transmission communautaire. Les explications du docteur Marie-Khémesse Ngom-Ndiaye du ministère de la Santé. Sur 901 tests réalisés, 91 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,09%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 88 contacts suivis par nos services, 3 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Castor 1, Darou Minam 1 et Saint-Louis 1. 22 patients hospitalisés ont été déclarés négatifs et déclarés guéris. 2 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Et puis retenez qu'une partie du service néonatal de la maternité du service pédiatrie de l'hôpital Roi-Baudouin de Guédiawaye mise en quarantaine pour cause. Une patiente testée positive y a séjourné. Saint-Louis a enregistré un nouveau cas communautaire au coronavirus. Il s'agit d'un marailleur de 50 ans venu de Dakar le 28 avril 2020. Une dizaine de personnes sont actuellement en quarantaine et le quai de pêche a fermé. Ousseynou Diop. Saint-Louis a enregistré un nouveau cas communautaire au coronavirus. Il s'agit d'un marieur âgé de 50 ans et qui habitait dans le quartier Hydrobase de la Langue de Barbarie. Le marieur fréquentait régulièrement le quai de pêche. C'est le jour même de son passage à Saint-Louis qu'il a été évacué à l'hôpital régional, puis testé positif 24 heures après. Actuellement, les 25 personnes qui étaient en contact direct avec le cas communautaire sont en confinement dans un hôtel à Saint-Louis. Il s'agit de 10 adultes et 15 enfants pour un total de 5 familles. Les autorités locales ont aussi pris la décision de fermer le quai de pêche de Guendar jusqu'au lundi 4 mai 2020. Une mesure qui va certainement impacter négativement les acteurs de la pêche de la Langue de Barbarie des quartiers de Guendar, Gohumbag, Hydrobase et Santhiaba. Actuellement, la ville de Saint-Louis a enregistré 6 cas positifs au coronavirus. Les 5 sont guéris et libérés. Le seul cas communautaire est pour le moment sous traitement à l'hôpital régional. Et puis le Sénégal qui compte à ce jour 658 patients du Covid-19 sous traitement. Et dans ces chiffres des enfants à ce jour, retenez que 37 patients âgés de moins ou égal à 5 ans ont été testés positifs. 364 patients ont entre 16 et 39 ans et les personnes âgées de plus de 60 ans font 67 sur la liste des patients. On voit cela dans cet élément signé Aminata Mbaresso. À la date du 1er mai 2020, le Sénégal compte 1024 contaminations, soit le nombre total de cas depuis le début de la pandémie. Sur ce nombre, les enfants ne sont pas épargnés. Les enfants dont l'âge est inférieur ou égal à 5 font aujourd'hui un total de 37 patients contaminés depuis le début de la pandémie. Pour les âges compris entre 16 et 39 ans, ils font au total 364, soit la majorité des patients atteints du Covid-19 au Sénégal. Les âges compris entre 6 à 15 ans sont au nombre de 62
Pour les âges compris entre 40 et 60 ans, ils font au total 193. Les personnes considérées comme les plus vulnérables à la pandémie Covid-19, c'est-à-dire les personnes dont l'âge est supérieur à 60 ans, font aujourd'hui un total de 67 personnes. À ce jour, dans les hôpitaux sénégalais, 658 patients sont sous traitement. Le Sénégal a enregistré 9 décès, tous des victimes ayant dépassé la cinquantaine. Le ministre de la Santé, lui, a effectué une visite de travail dans la région de Ziguinchor. Abdoulaye Diouf Sarr a visité les locaux du centre de traitement SIS à l'hôpital régional de Ziguinchor et il a déclaré que le combat contre le Covid-19 devrait être d'une longue durée. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Nous avons aussi évalué pour voir comment, dans la durée, continuer effectivement à apporter le soutien matériel nécessaire en termes de moyens de plateau pour améliorer les conditions de travail. Parce qu'en réalité, ce combat-là est un combat d'endurance. C'est un combat dans la durée. Il ne faut pas relâcher. Il faut toujours regarder ce que nous sommes en train de faire et apporter toujours le soutien matériel en ressources humaines, mais tout le soutien même psychologique, parce que ce que j'ai fait ce matin relève aussi de cela, parce que les gens se battent de la manière remarquable et il était important que je vienne leur apporter le message du chef de l'État. Restons avec le ministre de la Santé qui était également à Sédhiou. Abdoulaye Diouf Sarr salue l'effort des autorités et promet l'augmentation du nombre de lits à Sédhiou pour la prise en charge des malades du Covid-19. Sédhiou, rappelons-le, qui a enregistré 23 nouveaux cas ce vendredi, soit un total de 58 cas positifs dans le département. Après l'enregistrement de cas communautaires la semaine dernière à Rufisque, 3 nouveaux cas contacts ont été détectés dans la vieille ville, tous des cas en contact avec des personnes atteintes du Covid-19. Et pour limiter la propagation de la pandémie dans la localité, le représentant de l'État a sorti un arrêté préfectoral avec un chapelet de mesures. Ousseynou Kab. La ville de Rufisque a encore enregistré 3 nouveaux cas de Covid-19. Il s'agit tous des contacts des personnes diagnostiquées positives le week-end dernier. Les 2 sont des proches du cas communautaire enregistré dans la commune de Rufisque-Est et l'autre est le frère du cas contact détecté dans cette même commune. Des résultats issus des prélèvements effectués sur plus d'une centaine de personnes suspectées d'être des contacts des cas communautaires récemment enregistrés. Pour freiner cette propagation de la pandémie à Rufisque, le préfet a sorti un arrêté interdisant toute circulation des calèches et moto-Jakarta sur toute l'étendue du territoire départemental. Une partie des activités commerciales du marché central a été délocalisée au champ des courses. Les chauffeurs des cars Ndiagandiaï, des bus Tata et des véhicules communément appelés Gueule-Gueule ont été sommés de ne plus effectuer de voyages entre les différentes communes du département. Ces mesures sont hautement saluées par les populations qui invitent à une application stricte de toutes ces décisions. Et puis des anciens confinés du coronavirus racontent leur galère durant leurs 14 jours de mise en quarantaine. Ils déplorent leur embarquement. Ces cas suspects du coronavirus disent vivre actuellement une stigmatisation dans leurs différents quartiers. Ils ont rencontré nos reporters, nos correspondants sur place, Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Nous sommes dans une famille de pêcheurs au quartier Tefes d'Ombourg. 3 membres de cette famille faisaient partie des pêcheurs de retour en Guinée et arrêtés avant d'être mis en quarantaine. Tu te réveilles, tu restes dans ta chambre, ils viennent vérifier ta température avec un thermoflash. Après ils retournent au moment de déjeuner aussi, ils t'amènent à manger, le dîner pareil. Donc c'est au 7e jour qu'ils sont venus pour nous faire des tests. Ils sont partis, ils nous ont rien dit. Après 14 jours, ces personnes ont été libérées sous prétexte qu'elles sont négatives. Mais elles n'ont reçu aucun document qui leur certifie leur état de santé. On n'a jamais vu les résultats de nos tests, donc on ne sait pas si on est positif ou pas. C'est que le 14e jour, ils sont juste venus pour nous dire qu'on est tous négatifs. Ils nous ont déposés jusqu'au marché et ils nous ont demandé de partir chez nous. Ces pêcheurs qui n'ont pas encore repris leurs activités disent être victimes de stigmatisation à cause de leur confinement. Avant-hier, on est passé dans le quartier en portant nos masques, mais on a vu comment les gens nous regardaient. On a l'impression qu'on était des extraterrestres. Donc cela est dû à notre confinement. Donc ça nous porte préjudice. Les familles de ces personnes confinées disent vivre des moments difficiles. Durant les 14 jours de mise en quarantaine, elles n'avaient personne pour subvenir à leurs besoins quotidiens.
La riposte contre le Covid-19 mise à mal dans la région de Matam, même si elle est pour le moment épargnée des cas positifs. Les volontaires de la Croix-Rouge ont boudé le site de contrôle et les thermoflash ne fonctionnent plus sous l'effet de la canicule. On voit cela avec notre correspondant sur place, Ali Bandelnian. C'est l'une des régions où le gouverneur a très vite mis en place sa stratégie de lutte contre le Covid-19. Matam est jusque-là épargné du virus, mais il y a bien des interrogations. Au moment où les voyageurs récalcitrants continuent d'envahir la région, ça ne tourne plus rond au niveau du poste de contrôle à l'entrée de Ourossogui. Le capitaine de la sous-brigade régionale m'avait appelé pour me dire que l'autorité administrative a donné des instructions pour qu'on puisse faire des lavages des mains et des transferts à l'entrée de Ourossogui. Et nous, on a demandé, les volontaires ont dit s'il n'y a pas de masque, et le ministre de l'Intérieur a donné des instructions fermes pour que les gens la portent des masques. En ce moment-là, j'ai dit donc les volontaires, vous restez sur place. En tout cas, si ils amènent des masques aujourd'hui, les volontaires vont reprendre le travail, Inch'Allah. Pour combler le vide laissé par les volontaires de la Croix-Rouge, ce sont les ASP qui sont déployés sur le site sous la supervision des éléments de la gendarmerie. Mais là aussi, c'est le thermoflash qui ne fonctionne plus. Avec la forte canicule, les opérateurs sont obligés de cacher l'appareil dans un seau rempli de glace avant tout usage. Véritablement, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus parce que je ne suis pas technicien. Mais actuellement, sachez qu'il fait très chaud à Matam. Aujourd'hui, on est à 46 degrés Celsius et véritablement, il me semble que le thermoflash ne marche pas à cette température. Le poste sera toujours opérationnel et bien tenu. Ça, c'est moi qui vous le confirme. Moi-même, je veille au grain pour que le poste soit opérationnel. Pas plus tard qu'hier, j'ai renforcé le dispositif en masque. Toutefois, ces dysfonctionnements au poste de contrôle à l'entrée de Ourossogui, avec un thermoflash vaincu par 46 degrés à l'ombre, les voyageurs passent désormais sans que leur température ne soit connue. Et puis en ce 1er mai, le mouvement syndical a suspendu tout ce qui est festivité pour la célébration du fête du travail, de la fête du travail, une décision saluée par le chef de l'État. Le ministre du Travail soutient que le moment est venu pour formaliser le secteur informel. On voit les explications de Mohamed Samb dans cet élément. Face à la menace qui pèse sur l'économie du Sénégal pour cause du Covid-19, il est urgent de formaliser le secteur informel dont les activités sont touchées par la pandémie, a annoncé le ministre du Travail invité de l'émission Le Point Corona sur la TFM. Au moment où je vous parle, il n'y a aucune entreprise qui aurait amené son personnel en chômage technique ou qui n'a pas encore payé les salaires. Les mesures prises par l'État du Sénégal, notamment l'ordonnance garantissant les 72% sur le salaire des travailleurs ainsi que l'interdiction de licenciement sont salutaires, mais l'inquiétude est encore là de l'avis de ce syndicaliste. Donc voilà des réformes qui sont intervenues et nous pensons que tous ces travailleurs-là restent dans une inquiétude parce que simplement c'est une nouvelle situation qu'ils n'ont jamais vécue. La fête du travail de cette année est différente si l'on sait que la pandémie a tout chamboulé. Faire en sorte donc ce 1er mai de 2020 soit un 1er mai de confinement. En même temps, nous avons décidé aussi de ne pas déposer un cahier de revendication auprès du chef de l'État. Nous ne devons pas céder à la panique. Au contraire, nous devons être vigilants pour résoudre nos problèmes. La suspension de festivités pour ce 1er mai, une décision magnifiée par le chef de l'État à travers ce message, je cite, « Cet acte est exemplaire à plusieurs égards. Je tiens à saluer sa haute portée civique qui témoigne de l'engagement patriotique du mouvement syndical dans la prise en charge des intérêts supérieurs de la nation. »
La fête du travail au centre de traitement épidémiologique de l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff. Une fête passée aux côtés des patients atteints du Covid-19. Et les locaux de l'hôpital affichent le calme, un décor inhabituel, nous disent nos reporters Alassane Ba et Amadou Ba. Il est médecin urgentiste, donc pratiquement pas de repos pour lui. Khaoussou Kaba revient tout juste de la salle des patients du Covid-19. Il est à la tête des opérations au centre de traitement épidémique. Ici, c'est la salle de repos. Ses agents suivent les malades jour et nuit. Ils fêtent le 1er mai autrement. Ce sera comme toutes les autres journées pour nous. Et j'en profite même pour remercier l'équipe dynamique qui est là, qui sont en train de faire un travail remarquable. De rendre hommage à tous les travailleurs du Sénégal et particulièrement aux travailleurs de la santé qui aujourd'hui sont tous sur le terrain, en tout cas en première ligne, dans la guerre que nous menons contre le Covid-19. Les couloirs de l'hôpital sont presque vides, peu de mouvement, contrairement aux années précédentes. Au CTE, le travail n'est pas facile, mais ils se sont préparés psychologiquement. Certes, c'est un peu difficile quand même, donc avec cette combinaison, parce qu'il y a la chaleur et tout, avec le contexte du Ramadan qui est là. Parce qu'il est conseillé avant de mettre les combinaisons de boire beaucoup d'eau, de se soulager et tout. Mais avec le contexte du Ramadan, comme vous le constatez, c'est pas du tout évident. Mais malgré tout ça, donc on est préparé déjà psychologiquement et physiquement à ça. C'est ce qui fait qu'on parvient vraiment à continuer à travailler. L'urgentiste estime qu'ils sont plus en sécurité que ceux qui sont dehors. Parce qu'avec ce contexte de contamination communautaire, dehors, on ne sait pas qui est qui. Donc il y a des malades asymptomatiques qui sont parmi les gens. Et pendant ce temps, nous, on suit des malades, on sait qu'ils sont positifs. Donc on prend les précautions avant d'aller les voir. Cette journée reste identique aux autres. Rien de particulier. Le contexte du coronavirus est à l'origine. Nous restons à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff qui a perdu la moitié de ses recettes depuis le début de la pandémie. Selon son directeur, cela est dû à une baisse de la fréquentation. Cependant, il travaille avec le ministère de la Santé pour atténuer ces pertes. Saliou Sall, que je vous propose d'écouter au micro d'Alassane Ba et Ahmadou Ba. L'hôpital général Idrissa Pouye est un hôpital de référence de dimension nationale. Beaucoup de nos patients aussi venaient d'autres régions en référence qu'on référait pour venir ici avoir des soins beaucoup plus poussés. Et donc aujourd'hui, la plupart de ces malades-là ont des contraintes pour quitter le lieu d'habitation pour venir ici. Et donc ce ne sont que les populations qui habitent Dakar qui restent pour venir. Et là aussi, il y a des difficultés depuis le début parce que aussi aujourd'hui, c'est vrai que la plupart il y a des malades qui préfèrent rester chez eux au lieu d'aller encore à l'hôpital avec les risques de Covid. Donc nous, on l'a constaté, en tout cas dans notre hôpital, où on a une forte baisse de la fréquentation. Dans les 3 mois qui sont passés, on a fait une évaluation, on a vu presque, on avait une baisse du tiers de nos recettes qui avaient baissé. Et c'est sûr que si on refait l'évaluation aujourd'hui, on serait à la moitié, hein, une perte de 50% environ de nos ressources qu'on attendait. Donc on est en train de travailler avec le ministère de la Santé pour faire l'évaluation de l'impact économique du Covid sur aussi les structures de santé, surtout les établissements publics. La fête du travail de cette année qui coïncide donc avec un contexte de lutte contre le coronavirus. Les préoccupations sont réelles, mais les centrales syndicales ont décidé de privilégier l'intérêt national. L'ordonnance prise par le chef de l'État pour accompagner les entreprises et soutenir les travailleurs rassure ces centrales syndicales, mais malgré tout, le cœur n'est pas à la fête. Aram Touré. Un 1er mai, pas comme les autres. Celui-ci revêt un cachet particulier, pas de festivités ni de défilés, encore moins de dépôt de cahiers de doléances sur la table du chef de l'État. Le coronavirus a pourri l'ambiance, ceci est caractérisé par un état d'urgence. Cette journée était l'occasion pour les centrales syndicales de porter les revendications des travailleurs afin d'améliorer leurs conditions d'existence au sein des entreprises. Mais aujourd'hui, le cœur n'est pas à la fête. Les centrales syndicales, dans une position commune, ont décidé de surseoir à leurs différentes activités afin de contribuer à l'effort
effort national de lutte contre le Covid-19. Cependant, les préoccupations sont là, la protection des droits des travailleurs, la préservation des emplois, entre autres. Cette année, les héros de cette journée sont les professionnels de la santé. Ils sont au front à combattre l'ennemi au prix de leur vie, malgré des moyens de protection qui font souvent défaut. Selon le directeur du COUS, 25 agents de santé ont été testés positifs. Parmi ceux qui paient le plus lourd tribut de cette pandémie, les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie, qui sont les plus affectés par la fermeture des frontières aériennes. Des hôtels ont fermé leurs portes et beaucoup ont perdu leur emploi. À côté, il y a le secteur informel. Les médias aussi ne sont pas en reste. Devant le micro, face à une caméra, sur un bout de papier, ces agents ont choisi de taire leurs préoccupations pour participer à cette opération de lutte contre le coronavirus. Des exemples ne manquent pas. Ils sont nombreux, ces travailleurs, aujourd'hui, qui privilégient l'intérêt national en attendant l'occasion appropriée pour exposer leurs doléances. Et puis le général de division François Ndiaye pour une transparence dans sa mission de mener à bien les activités du comité de suivi de la force Covid-19. La première réunion du dit comité a eu lieu ce jeudi, cher Diop. Le général François Ndiaye monte au créneau. Le tout nouveau président du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations de la force Covid-19 a réuni pour la première fois sa task force au building administratif. Objectif, décliner sa feuille de route. À la suite de cette conjonction et de cette imbrication de facteurs tout à la fois multiples et déstabilisants, nous allons accomplir cette mission avec la volonté de réussir et si nécessaire au péril de quelques sacrifices. Notre esprit d'équipe et d'endurance, mais surtout de résilience, nous y aidera. Un comité composé de 30 membres représentant les différents segments de la société, une mission cruciale, une transparence. Cette exaltante mission qui vaut tous les désintéressements nous impose un devoir de dialogue, un devoir de partage, mais également un devoir de transparence pour l'intérêt exclusif du Sénégal. Un engagement de tous est souhaité par le président du comité. Chaque membre devra donc y mettre du sien pour relever ce défi. Quoi qu'il en coûte, et je dirais même parce qu'il en coûte. Le reste est une affaire de détermination, d'union sacrée autour de l'essentiel. Je pense que les 30 personnalités qui ont été choisies, chacun émanant d'un milieu professionnel, politique, différent, de tous horizons, et que le président de la République a nommé sur décret, ce sont des personnalités dignes de confiance. Pour rappel, le général de division François Ndiaye, choisi par le chef de l'État pour assurer le suivi de la mise en œuvre des opérations du fonds Force Covid-19 doté d'une enveloppe de 1000 milliards. Puis le rapport Deep Doundougis au chevet de la population de Grand Yoff, des sacs de riz et bouteilles d'huile ont été remis à des familles démunies. Je vous propose de l'écouter des propos recueillis par Youssou Baro. Vu qu'il y a beaucoup de familles qui sont en difficulté en cette période de Covid-19, donc on a pensé à la communauté de Grand Yoff, là où j'habite, ma communauté personnellement. Donc on a déployé, malgré nos faibles moyens, 100 sacs de riz et 100 bouteilles d'huile de 5 litres pour 100 maisons, pour 100 familles. Donc juste aussi pour montrer l'exemple, afin que d'autres gens qui peuvent le faire, le fassent. Et voilà, c'est juste pour montrer le partage, la solidarité qu'il y a entre nous dans nos cités, quoi. La visioconférence, très en vogue par ces temps qui courent, mais au-delà d'une réalité que nous impose le Covid-19, le dispositif pourrait bien être continué de façon rationnelle pour une meilleure rationalisation, par exemple, des finances publiques. En commentaire signé Daniel Diouf. Le dispositif est très répandu dans le milieu des affaires,
dont les organisations internationales et non gouvernementales, entre autres. Dans la gouvernance politique, c'est une découverte pour certains, particulièrement pour des chefs d'État et de gouvernement habitués au déplacement en grande pompe pour prendre part à des réunions internationales. Les grands sommets de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'UEMOA, les visites officielles, les rencontres France-Afrique, Chine-Afrique, autant de rendez-vous, sources de mobilisation des ressources publiques qui pourraient être orientées vers d'autres priorités. En déplacement présidentiel à l'étranger, c'est une redevance à payer pour l'usage des infrastructures et équipements aéroportuaires, de stationnement et des tonnes de kérosène. En déplacement présidentiel ou d'autres officiels gouvernementaux, ce sont aussi des frais d'hôtel, de restauration, des per diem pour une flopée d'accompagnants. Et pourtant, la pandémie du Covid-19 a fini de montrer qu'il est bien possible d'éviter à nos États ces usages parfois abusifs des finances publiques. L'alternative de la visioconférence comporte en tant soit peu d'avantages, à la fois économiques, spatiaux et écologiques. Le but premier, économiser. Pas de frais de déplacement, pas de frais d'hébergement, de restauration, encore moins des per diem. Les déplacements nécessitant des journées de présence se réduisent à des heures. Quitte de l'avantage spatial, il n'est pas nécessaire de se bousculer dans des salles de conférence, des auditoriums, des suites, par exemple. Point besoin de se déplacer en Airbus ou en Boeing, et donc moins d'émissions de gaz carbonique, d'où l'avantage écologique. Le numérique au service de la pratique gouvernementale, une culture à démocratiser pour davantage de rationalisation dans la gestion de la chose publique. Merci à vous, Daniel Diouf. L'actualité hors Covid avec cette bijouterie cambriolée en plein jour à Keur-Massar. Une valeur en or estimée à 12 millions de francs CFA a été emportée par des malfrats qui ont blessé un agent. Salif Sow. Cette bijouterie est cambriolée en plein jour. Il était 16 h lorsque 4 charretiers débarquent armes blanches en main. 12 millions de francs CFA ont été emportés, un agent blessé. Le maître des lieux revient sur le film du drame. Il y avait des bijoux en or, des bijoux en argent. Lorsque les malfaiteurs sont venus, ils ont cassé les vitres et emporté tous les bijoux estimés à 12 millions de francs CFA. Il n'y a vraiment pas de sécurité ici. La place d'affaires se trouve pourtant à 200 mètres du poste de gendarmerie de Keur-Massar. Un axe très fréquenté. Une plainte a été déposée. Pourtant, on est en face de la gendarmerie, mais n'empêche, notre sécurité n'est toujours pas garantie. Franchement, on n'y peut rien. L'arrestation des malfrats est vivement attendue par les bijoutiers, souvent victimes d'agressions à main armée ou de cambriolage. C'est depuis même un moment qu'on nous dévalise. Et en cette période de pandémie, tout le monde sait que le pays va mal. Et voilà, on parle de confinement et tout, d'aide. Et voilà qu'on nous dévalise encore. Et on fait appel à l'autorité pour qu'ils pensent à les bijoutiers. Parce qu'on nous dévalise à chaque fois et c'est mal de voir ça. Une enquête pas facilitée par l'absence de caméras de surveillance. Aucun vigile non plus n'assurait la sécurité ici. La bijouterie n'a pas été assurée. Et puis les commerçants du marché Chavanel de Pikine ont regagné les lieux en réfection après avoir reçu des sommations de quitter. Ils accusent le maire de Pikine-Ouest de leur avoir soutiré 31 millions de francs CFA pour les besoins de cette réfection qui perdure. Explication de nos reporters sur place, Habib Faye et Modou Diop. Dans cet espace de Maka Koloban à Pikine-Ouest, les commerçants ne sont plus les bienvenus. Et faute d'espace, ils sont obligés de regagner le marché. Celhic, ce lieu de commerce, est encore en chantier. Avec cette situation, les 31 millions versés par les commerçants à l'autorité municipale suscitent beaucoup d'interrogations. On a juste compris que l'ensemble des box vendus revient à 31 millions de francs CFA. Ils nous avaient donné un délai de 6 mois pour finir les travaux de construction. Chaque commerçant devait donner 75 000 francs CFA pour disposer d'une table, mais on devait aussi remettre une avance de 15 000 francs. Quand l'adjoint du maire est venu ici, je lui ai dit qu'ils n'ont pas respecté nos paroles.
Le délai de 6 mois fixé pour livrer le marché n'a pas été respecté. Les commerçants sont obligés de quitter le quartier après la sommation du préfet. Tu as vu, même les commerçantes ont été exclues de l'autre côté du marché à cause de la pandémie. Récemment, le préfet est venu nous remettre une sommation. Nous n'avons que 3 jours pour quitter cet espace. Voilà, on est là sans savoir quoi faire. En plus des conséquences du coronavirus sur le commerce, ces vendeurs sont confrontés à une autre situation. Ils comptent saisir la justice pour demander des comptes à leur maire Pape Gorgui-Ndong. Récemment, le préfet est venu nous remettre une sommation. Nous n'avons que 3 jours pour quitter cet espace. Voilà, on est là sans savoir quoi faire. Mais nous comptons porter plainte contre le maire de la commune. En attendant de trouver une solution, ces commerçants comptent regagner le marché qui est encore en chantier malgré le manque de confort et de sécurité. Ils sont décidés à poursuivre le combat pour obtenir gain de cause. En tentative de joindre le maire sont restés vaines. Voilà, merci à vous, Habib Faye. C'était le dernier élément de ce journal. Excellent suite de programme en compagnie de la télévision Futur Média. Au revoir.